Merci d'être présent. Bonjour à tous, présents physiquement ou présents virtuellement en ligne, puisque visiblement vous êtes assez nombreux aujourd'hui à assister aussi à l'atelier à distance. On va parler aujourd'hui de data et d'intelligence artificielle pour tous. Donc enjeux et bénéfices pour les entreprises. J'ai mis aussi un sous-titre que j'aime bien, c'est « Ou comment créer de la valeur avec la data science dès maintenant ». Donc on va évoquer ce sujet-là. Ces sujets, on va dire. Je suis Éric Vessier, je suis consultant chez Oracle sur les sujets donc analytics et data science depuis 4 ans. Et auparavant, j'étais consultant également chez SAS Institute, un autre acteur aussi sur ces sujets, donc dans les mêmes domaines. Et auparavant, j'ai travaillé pas mal, comme on dit, chez le client, donc dans différents domaines, la banque, les médias, la santé. Donc j'ai eu l'occasion de développer pas mal de modèles, ce qui me permettent de bien connaître le sujet, on va dire. Donc on va parler de ce sujet-là. Je ne vais pas faire du Luc Julia bis. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez participé à la présentation de Luc Julia ce matin, en plénière. Mais l'idée, c'est justement d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se fait aujourd'hui. Mais je vais commencer quand même sur des premières notions qui sont toujours utiles. Alors pour commencer, en fait, je vais faire une petite parenthèse complètement digression, on va dire, par rapport au sujet de l'intelligence artificielle, puisque vous voyez les livres d'Edgar Morin et de Hervé Letellier, leurs 2 derniers ouvrages. Ça n'a rien à voir a priori avec le sujet de l'intelligence artificielle et le data science, mais en soi, quand on lit ces livres-là, on se rend compte qu'ils parlent beaucoup d'aléas, d'incertitudes, de prédictions aussi. Donc c'est des ouvrages qui sont très intéressants et pas si éloignés que ça par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et puis le petit clin d'œil, c'est que dans l'ouvrage d'Hervé Letellier, Oracle est cité. Donc c'est assez rare pour pouvoir le dire rapidement, mais en fait, à travers un personnage, il parle également d'Oracle. Donc ils ne sont pas en course pour les prix de cette année, puisque Hervé Letellier l'a eu l'année dernière, le prix Goncourt. Edgar Morin, je pense, ne sera pas en concurrence. Mais voilà, 2 bons ouvrages que je vous conseille pour aller plus loin et voir au-delà justement du sujet d'aujourd'hui, mais quand même avec un petit lien direct. Alors, pour démarrer, il y a un laps de temps avec l'écran que je vois devant moi. On va quand même parler un petit peu de définition pour aussi démystifier tout ça. L'intelligence artificielle, le sujet en lui-même n'est pas nouveau. On le situe dans les années 50-60, voire avant dans ses origines, mais il y a eu un réel engouement, un réel démarrage dans cette partie-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des 50-60 dernières années, ça a beaucoup évolué en termes de définition. Du principe même de départ, les choses ont quand même complètement évolué. On a à un moment donné beaucoup associé l'intelligence artificielle à la robotique, alors que c'est quand même 2 aspects complémentaires. On peut faire de la robotique sans intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle sans robotique. Aujourd'hui, là on arrive à se mettre d'accord, c'est de dire que l'intelligence artificielle, elle a une capacité d'apprentissage, certes, mais une capacité aussi d'adaptation et une capacité à modifier son comportement. C'est ça qui caractérise, on va dire, toute intelligence artificielle, quel que soit son degré de complexité. Donc là, ce qu'on peut retenir en soi. Après, il y a de grands débats sur l'intelligence artificielle, ce qu'on y met vraiment derrière, etc. On va voir des exemples justement de ce qu'il y a dedans, pourquoi on utilise des mots assez différents pour dire un peu la même chose. Il y a une logique aussi derrière tout ça. Alors justement, la slide suivante, voilà, elle montre les imbrications qui existent entre ces différents univers. Donc l'intelligence artificielle, elle intègre le machine learning. Et le machine learning intègre le deep learning. Alors ce qu'on appelle le deep learning, c'est en fait une technologie d'algorithmie de reconnaissance, notamment sur des données dites non structurées. Alors données non structurées, c'est quoi? C'est les images, la voix, du texte. Ce type de données-là qui semble assez... voilà, qui n'est pas métré, qui n'est pas catégorisé. Et donc, pour pouvoir analyser et interpréter ce contenu-là, on utilise des algorithmes spécifiques et on parle de deep learning. On l'intègre au machine learning qui, lui, va au-delà, et notamment sur l'interprétation des données dites structurées, pour faire ce qu'on appelle la prédiction ou la prévision. Donc, peu importe les vocabulaires qu'on utilise, mais c'est vrai que finalement, le deep learning fait partie du machine learning. Donc, alors, quand on parle de machine learning, finalement, on parle de deep learning. Alors, quand on ne connaît pas ces notions-là, on se dit, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent?
C'est une partie qui est commune et puis une partie qui est un peu différente. Et l'intelligence artificielle regroupe tout ça. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi de machine learning. Parfois, on entend des gens qui disent intelligence artificielle et machine learning. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme on avait plusieurs tiroirs et une commode. Vous voyez, il y a ce type d'aspect-là. Je n'ai plus la slide sur cet écran du milieu, je ne sais pas si c'est normal. Donc voilà, on a ce lien-là. Et puis il y a la notion de data science. La data science, donc la science de la donnée, elle englobe tous ces aspects-là. Elle englobe aussi la statistique. La data science, en fait, c'est vraiment a pour objectif d'obtenir de l'information, notamment de l'information utile, à partir de tout type de données. Voilà. Donc tout ça est lié. C'est pas grave si vous n'assimilez pas, si vous ne connaissez pas ces univers-là et vous ne percevez pas forcément les subtilités des différences des champs les uns par rapport aux autres. Ce qui compte, c'est de s'assurer de votre compréhension par rapport à votre niveau, de se dire, bon, quand je parle de data science ou quand j'entends parler de machine learning, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il peut y avoir derrière? Et de s'assurer aussi, si vous entamez une discussion avec quelqu'un d'autre, savoir si la compréhension est la même ou pas, quelque part. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir, est-ce que vous parlez de la même chose quand vous parlez de machine learning ou pas? Voilà. C'est plus ça qui est important, au-delà même des définitions et des débats que l'on peut avoir aujourd'hui sur ces sujets. Alors, des exemples de la vie courante, pour se projeter peut-être encore plus facilement, à travers les exemples de Netflix, Uber, PayPal, etc. Quand Netflix vous fait des recommandations de séries ou de films à travers ce que vous avez déjà regardé, c'est du machine learning qu'il y a derrière. C'est-à-dire ils utilisent des algorithmes de machine learning pour faire de la recommandation. Alors, au départ, c'est simple. Vous regardez une série pour la première fois à travers votre abonnement Netflix, il n'y a pas grand-chose à vous suggérer. C'est assez standard, on va dire. Mais plus vous allez changer de série, plus vous allez changer de fréquence de vision de ces séries. Est-ce que vous allez voir 3 épisodes de suite ou 3 épisodes sur un mois? Ce type de comportement-là va s'analyser et on va faire de la prédiction. Et on va utiliser donc le machine learning pour pouvoir faire cette recommandation-là. Donc là, c'est du machine learning. C'est assez classique en soi. C'est des méthodes qu'on connaît depuis très longtemps. C'est le volume de données éventuellement qui est différent et les supports qu'on utilise qui sont différents. Par contre, sur la partie de droite, plutôt, quand on parle de vidéosurveillance, de chatbots, de voitures autonomes ou les aspects plus liés à la santé. Alors, il y a un logo qui a sauté au passage sur le PDF. Je me rends compte sur la santé, il y avait autre chose, les aléas du direct. Là, on est plutôt sur le deep learning, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur l'analyse d'images, de voix, de données non structurées. Donc là, on est plutôt sur des technologies dites de deep learning, principalement quand on est sur ces cas d'usage-là. Mais vous voyez, vous, en tant qu'utilisateur, à travers des applications, c'est transparent pour vous, mais derrière, il y a du deep learning, il y a du machine learning dans les applications que vous utilisez tous les jours. Mais vous ne le savez pas et à la rigueur, vous en fichez. Mais ça existe, c'est très répandu. C'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que c'est devenu vraiment universel l'usage de ces technologies-là dans la vie de tous les jours. Alors, autre exemple, si on va sur le côté plus professionnel, on va dire entreprise, c'est aujourd'hui aussi très ancré, je dirais, les acteurs autour de ces sujets, enfin, d'entreprise, ont perçu toute l'importance et toute la valeur qu'ils pouvaient dégager à travers ce type de technologie. Par exemple, sur un reporting, aujourd'hui, les entrepreneurs ne se satisfont pas de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se satisfaire d'analyser juste des chiffres, de dire, voilà, j'ai une projection, je sais que voilà, le chiffre d'affaires, c'est celui-là pour ce mois-ci, par exemple. Ils veulent comprendre, savoir pourquoi on obtient ce type de résultats-là, pourquoi on a ce type d'évolution-là. Donc, c'est ça qui va les intéresser davantage. Donc, de passer du quoi au pourquoi. L'autre aspect aussi, c'est que ce n'est pas juste des technologies dites de confort, c'est-à-dire que c'est devenu une nécessité dans l'entreprise. Donc, c'est devenu une vraie priorité. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que ce n'est pas juste l'intelligence artificielle qui permet d'avoir ce type de résultats-là, c'est une combinaison de différentes technologies. On va le voir plus en détail juste après. On le voit à travers déjà cette slide-là, notamment la combinaison de l'analytique avec l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres technologies aussi. Et puis au-delà de la technologie, c'est aussi la culture de l'entreprise, l'accompagnement humain qui va faire la différence et le succès justement sur ces sujets-là. C'est-à-dire que si vous avez beau avoir les plus belles technologies dans votre entreprise, si les humains ne suivent pas, vous n'arriverez pas
justement à gagner et à réussir et avoir les bons résultats dans votre entreprise. Donc il y aura cet accompagnement humain qui sera aussi primordial au-delà de la technologie. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur les indicateurs qu'on a l'habitude de suivre, alors, il y en a historiquement qu'on sait qu'on va avoir des retours sur investissement très forts, type la marge brute. Par exemple, la marge brute, c'est un indicateur sur lequel on va performer très facilement sur des sujets d'intelligence artificielle. Par contre, sur le chiffre d'affaires, c'était moins évident. Et aujourd'hui, dans les organisations, on est convaincu et on sait qu'on peut vraiment croître sur tous les indicateurs grâce à ce type de technologie. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est une vraie évolution par rapport à il y a même 5 ans au niveau des entreprises. Alors, la slide suivante, j'ai fait exprès je ne l'ai pas détaillée, peu importe les détails, mais le message que je veux que vous reteniez, c'est une étude relativement récente d'IDC avec qui on travaille, et notamment, c'est sur la perception, justement, c'est complémentaire de ce que je viens de dire juste avant, c'est de se dire que c'est un ensemble de domaines sur lesquels on peut progresser. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est de voir votre positionnement sur votre business model, comment vous allez vraiment intégrer ce type de technologie dans votre business model, au niveau des processus métiers. Qu'est-ce qui va être à améliorer, à changer au sein de votre entreprise, au niveau des prises de décision, de la gouvernance aussi, de voir comment ça va se passer, les analyses et la data, bien sûr, c'est le cœur du sujet, et puis l'environnement technologique. Une entreprise, forcément, quand on va utiliser ce type de technologie, elle va être concernée notamment sur le respect des règles, des normes, qui sont de plus en plus importantes. On parle beaucoup du RGPD, on parle beaucoup de la sécurité. Donc ces éléments-là vont être à prendre en compte et à adapter en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Et là aussi, il y a aussi un accompagnement culturel à faire parce que les data scientists, par exemple, qui travaillent sur ces sujets-là, ils n'ont pas forcément, eux, la culture de la sécurité de la donnée. Ils ont plutôt l'habitude de se dire, moi, si je peux récupérer de la donnée de l'entreprise ou de sources extérieures, si je peux le faire sans informer l'informatique de mon entreprise, je vais le faire. Et si je n'ai pas un frein technique qui m'empêche de le faire, je le fais. Et ils peuvent mettre en difficulté la sécurité de l'entreprise, mais ils ne le savent pas. Pareil, ils vont développer un modèle, mais ils ne vont pas s'assurer forcément que ça respecte le RGPD, s'ils ne sont pas sensibilisés sur ces sujets-là. Et c'est souvent le cas. Donc il y a, vous voyez, des remises en cause aussi de comportements et d'informations à tous les niveaux qui sont à prendre en compte. Et ça, c'est intéressant aussi à avoir en tête au démarrage de ce type de projet, au-delà de la technologie. Alors, sur le sujet pur de la data science, il y a aussi des problématiques qui sont propres en fait à ce sujet-là, notamment sur la productivité. Donc, un data scientist, par exemple, va développer des modèles, mais finalement, il va parfois, dans certaines entreprises, prendre des mois pour développer ce modèle-là. Donc, alors que normalement, il pourrait essayer de le faire en quelques jours. Donc c'est comment arriver à à gagner en termes de temps pour développer des modèles sans que ce soit au détriment de la qualité des modèles. Donc c'est cet équilibre aussi à avoir entre je peux aller plus vite, mais pas au détriment de la qualité de ce que je suis capable de produire. Donc ça, c'est le premier point sur la data science. Deuxième point, c'est la flexibilité. C'est l'accès aux données. Tous les types de données. Donc c'est un des problèmes auxquels sont confrontés donc, les acteurs, on va dire, de la data science, c'est qu'il y a des limites par rapport à ça. Et donc, ils vont essayer parfois de contourner, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu les règles, et, alors qu'il y a moyen aujourd'hui, d'un point de vue technologique, d'apporter cette flexibilité à l'accès aux données en toute sécurité. Donc ça, c'est un deuxième gros enjeu par rapport à ces sujets. Et le troisième enjeu, c'est la confiance. Donc la confiance sur différents niveaux. La confiance sur le respect de l'éthique, donc ça vient de plus en plus de manière systématique dans les réflexions, dans les entreprises, et la confiance aussi au niveau de la transparence, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il y a derrière ce modèle, comment il est construit, quels critères il utilise, est-ce qu'il n'y a pas de risque par rapport à ça, et puis la confiance en termes de prise de décision. Est-ce que si je fais confiance à la machine pour automatiser certaines actions, est-ce que ça va avoir des conséquences négatives sur l'activité de mon entreprise. Donc voilà, la confiance, elle a plusieurs niveaux et c'est vraiment aussi un des aspects importants sur ces sujets-là qu'on voit de plus en plus monter dans les discussions qu'on peut avoir avec les acteurs de la data science. Je continue sur Oracle. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, moi je suis Oracle, on va se dire, mais que vient faire Oracle sur ces sujets-là ?
Voilà, on n'est pas un acteur forcément connu sur la data science. Pourtant, on en fait depuis plus de 20 ans. Oracle existe depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas un sujet nouveau pour nous, mais c'est un sujet parmi d'autres qu'on traite. On est capable de traiter justement pas mal de sujets. Donc nous, notre objectif par rapport à ça, c'est d'apporter plus de collaboratif au sein des acteurs de la data science, c'est-à-dire qu'ils travaillent mieux ensemble, mieux avec les autres interlocuteurs au sein d'entreprises, que cette data science elle soit plus évolutive. Voilà, la data science, ce n'est pas quelque chose de linéaire ou en croissance, c'est très fluctuant en fonction des besoins. C'est très fluctuant aussi au niveau des capacités machines dont on a besoin. Donc, on a parfois besoin d'avoir une capacité machine très forte, très ponctuelle, sur quelques heures ou quelques jours, et donc d'avoir justement cette technologie associée à ce sujet-là. Et puis, pour chaque entreprise, on ne s'adresse pas qu'à des grands comptes, on s'adresse aussi à des toutes petites entreprises. Donc, sur tous les cas d'usage et pour toutes les industries. Donc nous, notre objectif, il est là. Voilà, c'est de pouvoir répondre à cette problématique de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on est pertinent. Et que voilà, on n'est pas une start-up, on n'est pas un acteur de niche par rapport au sujet, mais on a cette capacité pour adresser les besoins. Alors pour pouvoir le faire, on s'appuie sur une plateforme. Donc une plateforme autour de la data science. Là, c'est un schéma qui est plutôt autour du cloud, mais on s'adresse aussi sur la partie dite on-premise, avec les data centers des entreprises. C'est vrai que le cloud facilite beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et pour montrer qu'au cœur de ce processus-là, il y a le moteur, on va dire, data science, machine learning, mais il y a aussi des services périphériques qui vont faciliter grandement le succès des projets autour de la data science. En amont, sur la partie récupération des données, intégration des données, qu'elles soient en temps réel ou en mode batch. Sur la partie préparation des données, qu'elles soient faites par l'IT ou qu'elles soient faites par les acteurs de la data science, c'est deux aspects complémentaires dans le processus donc de préparation des données. Dans la partie gouvernance des données, dans la partie infrastructure aussi, de s'assurer qu'on a toute la sécurité autour justement des processus qui sont mis en place, qu'on a la bonne capacité machine, les bonnes connexions réseau. Ces aspects-là, ce sont des sujets qui sont importants pour faciliter le travail des acteurs de la data science, quel que soit le profil des utilisateurs. Je vous montrerai tout à l'heure justement des exemples de ce que les utilisateurs de la data science peuvent faire au quotidien. Et puis, on pourrait s'arrêter là, mais si on est parfait sur cette partie gauche, je dirais, de l'écran, si on utilise mal l'information ou si on n'est pas bon sur la partie en aval, ça ne servira pas à grand-chose. On se fera plaisir, on aura de beaux modèles de machine learning qui seront développés, mais si derrière on ne les consomme pas bien, eh ben, ça ne servira pas à grand-chose. Donc la partie consommation, elle est aussi importante. Comment on va faciliter le déploiement des modèles dans les applications ou dans le développement d'applications et dans les outils périphériques, par exemple les outils analytiques. Donc cette partie consommation, elle est aussi primordiale dans le processus. C'est pour ça que nous, on couvre là-dessus parce qu'on est bon a priori sur l'ensemble de ces services-là. On considère que c'est notre valeur ajoutée, elle est sur la couverture de l'ensemble de ces services-là, avec au cœur le sujet data science. Alors, pour être encore plus concret, là, je vais vous présenter 4 cas d'usage, de réalisation, soit des cas d'usage, soit des clients. Alors, il y a des choses en anglais, mais ce n'est pas grave. Il y en a pas, tout n'est pas en anglais, je vous rassure. C'est l'exemple de Marseille. Alors, on est à Toulouse, mais je vous parle de Marseille, parce qu'en fait, on travaille avec Marseille sur la partie sécurité. Alors, on pourrait se dire il y a encore du travail à faire. Oui, parce que, particulièrement à Marseille, côté sécurité, ça fait beaucoup. Voilà, c'est un sujet d'actualité. Mais on travaille avec Marseille sur ces sujets-là, notamment on est parti avec eux sur une problématique plus de big data. En fait, ils voulaient, sur l'aspect sécurité, pouvoir récupérer un maximum d'informations pour pouvoir mieux déployer les forces de l'ordre. Donc, le cas d'usage initial, c'était celui-là. Et donc, ils se sont servis de notre technologie pour pouvoir justement récupérer plus facilement les données, les synchroniser et pouvoir tirer l'information utile de toutes ces sources de données-là. Et à partir de là, ils ont pu développer des modèles de machine learning pour pouvoir ensuite mieux déployer, faire de la prédiction et mieux déployer les forces de l'ordre au quotidien. Donc voilà ce qu'on a fait avec Marseille. Donc ça, c'est intéressant, c'est que toutes les villes peuvent se projeter sur ce type de cas d'usage.
L'autre exemple qu'on a mis en place, le cas d'usage qu'on a fait avec Marseille, c'est plus sur des événements ponctuels. Par exemple, des matchs de foot qui débordent ou des manifestations qui débordent. On en a eu pas mal ces 2 dernières années. Donc c'était un sujet assez récurrent finalement. C'était plus des cas extrêmes, c'était des problématiques qui se présentaient souvent. Et là, on a besoin d'informations en temps réel. Donc notamment d'informations type analyse d'images, ce type d'approche-là. Donc là, on est sur des sujets de deep learning. Et donc de voir comment on va récupérer ces images-là, comment on va faire de la reconnaissance d'images par rapport à des analyses de foule. L'idée, ce n'est pas de reconnaître des individus, c'est de faire vraiment des analyses par rapport à des déplacements de foule, toujours pour voir comment on va déployer les forces de l'ordre en fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en capacité de donner, par exemple, des systèmes d'alerte pour dire, là, vu le mouvement de foule, c'est pas grave, ça va se diluer dans un quart d'heure, dans 20 minutes. On sait maîtriser ce type de phénomène, ce n'est pas gênant. Par contre, on peut aussi détecter des tendances très rapidement qui nous permettent de dire attention, là, si on ne fait rien, si on ne renforce pas les services, ça va vite dégénérer et on va avoir des problèmes. Donc voilà, ce type d'approche qu'on mène à aujourd'hui avec la ville de Marseille. Toujours dans l'aspect ville, j'ai pris l'exemple en fait d'une étude faite sur les smart cities. C'est un sujet qu'on adresse un peu partout à travers le monde. On a pas mal de nos clients qui sont en fait des villes qui sont dans cette logique, on va dire, de smart city. Donc la ville connectée et comment améliorer, on va dire, le bien-être, le confort, la sécurité des citoyens dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis ce résultat-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de données et de sources d'informations, l'intelligence artificielle apparaît en 2e position, derrière l'Internet des objets. Et franchement, ça a été une grosse surprise, moi, quand j'ai vu l'étude la première fois. C'est une étude récurrente qui sort à peu près tous les ans ou tous les 2 ans. Et en fait, c'est déjà identifié comme étant une vraie source d'information. Et au-delà même du temps réel, de la satisfaction client, de la donnée administrative, etc. Donc, et qui va être croissante, c'est-à-dire qu'il va être encore, vous voyez, le pourcentage est à 81%, il va passer à 90% dans les 3 ans. Donc, ce qui montre que les villes qui sont très sensibilisées sur les aspects de la donnée et comment utiliser la donnée utile à des fins, on va dire, d'amélioration du confort du citoyen dans sa ville, savent que la technologie liée à l'intelligence artificielle va leur apporter quelque chose d'important. Alors, ce qu'on a fait chez Oracle, donc on travaille sur ces sujets-là, comme je vous l'ai dit, mais pour l'illustrer de manière plus ludique, on va dire, il y a 2 ans, on a sorti une maquette autour de la Smart City en Lego. Donc on a fait une reproduction de ville à travers des cas d'usage en Lego pour montrer comment on pouvait utiliser justement ces technologies de manière très simple. Donc là, alors c'est un PDF, donc il n'y a pas l'animation. Mais donc en partant à gauche, en fait, on partait d'un chatbot. Donc on a créé un chatbot qui permet de consulter, par exemple, vous êtes dans une voiture et vous cherchez à identifier les places de parking disponibles. Donc vous consultez le chatbot et vous appuyez sur le bouton pour savoir s'il y a de la disponibilité ou pas. À partir de là, on était en capacité à travers donc, une caméra de prendre une photo et de faire de l'analyse d'image. Donc on faisait du deep learning simplement avec, là c'était des voitures en jouet, vous voyez, et on identifiait à travers l'algorithme, on reconnaissait les véhicules, donc on savait qu'il y avait par exemple 4 voitures. Comme on savait qu'il y avait 6 places, on en déduisait qu'il y avait 2 places de disponibles. Pour l'utilisateur final qui utilise le chatbot, on lui disait il y a 2 places de disponibles. Et lui, il a besoin de juste cette information-là. Par contre, derrière, il y avait bien de l'intelligence artificielle pour pouvoir arriver à ce résultat-là. S'il n'y a pas d'intelligence artificielle-là, on n'arrive pas à ce résultat-là. C'est bien cette partie d'intelligence artificielle qui permet d'obtenir ce résultat-là. Et au final, donc dans l'exercice, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un petit robot qui représentait un citoyen qui se déplace, qui venait se garer sur la place de parking. Et lui aussi, on arrivait à le reconnaître. Et donc, au final, une fois qu'il se garait, on reprenait la photo et on disait il n'y a plus qu'une place de disponible dans l'application. Donc, exemple très simple d'utilisation. En plus, vu qu'on était sur une maquette donc, concrète, on le faisait en live, la démonstration, on avait toute une technologie qui n'était pas cloud et on montrait comment on pouvait déporter cette technologie-là dans le cloud et de voir comment on pouvait avoir des aspects qui étaient en local et dans le cloud. Donc c'est, on va dire, un exemple très pédagogique, justement, pour se familiariser davantage sur ce type de technologie, quel que soit en fait son profil, qu'on soit utilisateur lambda,
ou qu'on soit un expert de la data science. Et donc, c'est des exemples très simples d'utilisation. Et on a fait l'exercice dans énormément d'événements pendant plus d'1 an. On a présenté à différents profils, à Vivatech, Salon Big Data, le Salon de la Journée de la Femme, enfin vraiment des profils très différents. Et à chaque fois, c'était très intéressant parce que même les experts, ça les interpellait et voulaient avoir plus d'informations sur ce qu'on était capable de faire et comment on le faisait. Donc pour nous, c'était un moyen justement de rentrer plus en détail aussi avec des experts sur ces sujets-là. Avant-dernier cas d'usage que je veux vous présenter, la Poste. La Poste aussi, c'est un de nos clients qui nous a sollicité aussi sur une problématique Big Data, c'était la partie courrier. Ils voulaient faire des analyses sur des colis. Notamment, en fait, ils ont voulu créer un data lab avec des dizaines de millions, voire 120 millions d'événements à partir des machines de tri, le suivi du courrier, le suivi des colis. Donc voilà, gros volume de données. Ils n'avaient pas en fait la capacité de récupérer toutes ces informations-là et de les traiter. Donc ils ont fait appel à notre technologie pour pouvoir le faire. Et c'était une problématique donc au départ de comment mieux prévoir le délai de livraison sur la route du facteur. Voilà, c'était ça la problématique du départ. Et en 2 mois, on a réussi à le faire, donc, avec une mise en production en 2 mois. Donc ça a été très rapide, ça les a plutôt impressionnés, cette rapidité-là, vu les volumes de données qui étaient en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime bien parler de ce cas-là, c'est qu'en continuant à exploiter les données à travers le Data Lab, ils ont détecté d'autres cas d'usage. Notamment, ils ont commencé à analyser les données, ils se sont rendus compte qu'il y avait des cas de fraude interne, notamment sur les frais de port et les contrats de transfert. Et grâce à cette détection de cas de fraude, ils ont économisé des millions d'euros. Donc le retour sur investissement, il était immédiat, encore plus évident. Et ce n'était pas du tout prévu. C'était un cas d'usage qui n'était pas du tout identifié au départ, qui s'est mis en place au fur et à mesure de l'exploitation des données. Et le dernier exemple qui s'est produit aussi, c'est qu'ils ont voulu voir quelles étaient les associations éventuellement d'actions ou de produits qui pouvaient déployer dans le parcours du facteur. Et c'est là qu'ils ont détecté que l'accompagnement aux personnes âgées pouvait être vraiment une offre supplémentaire que les facteurs pouvaient adresser. Et c'est à partir de ce projet-là que l'offre Veiller sur mes voisins s'est mise en place commercialement dans la partie ce que les facteurs sont capables de proposer aujourd'hui, notamment pour les personnes âgées ou les personnes qui sont handicapées. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un cas d'usage donc au départ, et puis de nouveaux cas d'usage viennent progressivement parce qu'on a mis en place une technologie, on s'est facilité la vie dans l'exploitation des données. Et on arrive à ce type de résultat-là. Alors, le champ des possibles s'élargit. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est la combinaison de différentes technologies, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, qui permettent, encore une fois, d'avoir ce type de résultat-là. Et puis, ce n'est pas que Oracle, bien sûr, qui a travaillé avec la Poste. On travaille avec des partenaires qui nous accompagnent, bien sûr, pour pouvoir travailler tous ensemble et arriver à ce résultat-là. Le dernier exemple, c'est un exemple dans le domaine de l'agronomie. Ce n'est pas en France, mais c'est intéressant parce que c'est donc c'est une entreprise qui propose une prestation de service basée sur des drones qui surveillent des parcelles pour mieux identifier les problématiques qu'il peut y avoir sur les parcelles de terrain, pour identifier notamment les maladies, pour identifier les zones qui seraient moins bien irriguées, ou si par exemple il y a des conditions météorologiques qui posent problème, de voir les conséquences. Donc ils analysent énormément d'images en quasi-temps réel, et à un moment donné, ils avaient une problématique de volumétrie, et de volumétrie à gérer en temps réel. Donc c'est là où ils ont fait appel à nous, justement, pour passer côté cloud. Et donc ils font de l'analyse d'images, donc ils utilisent du deep learning. Donc ils utilisent nos technologies cloud pour pouvoir justement faire tout le traitement d'images sur des volumétries qui ont complètement explosé en quelques semaines. Donc il a fallu vraiment répondre, être très réactif par rapport à leurs besoins. Et ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est que le cas technique pour nous est relativement simple. On sait le traiter, et c'est une finalité aussi, on va dire, écologique et économique, puisque c'est lié à l'agronomie, donc un sujet sur lequel on peut se projeter assez facilement dans notre quotidien. Alors,
Pour la dernière partie, il nous reste à peu près un quart d'heure. Donc, je pense que en 10 minutes, je devrais finir et on aura le temps pour traiter les questions. Je voudrais revenir un petit peu à travers l'offre d'Oracle, mais surtout pour vous projeter sur les acteurs de la data science, comment ça peut se traduire dans leur quotidien, concrètement. Donc là, vous voyez une slide en fait sur l'offre d'Oracle pour la data science. En fait, on n'a pas une seule réponse. On va adapter notre offre en fonction des profils d'utilisateurs. Pour nous, il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les analystes, ce qu'on appelle les business analysts, qui sont des gens métiers, qui ont plutôt l'habitude de travailler avec des outils type analytique. Donc vous connaissez sans doute Power BI, Qlik, Tableau. Oracle a son outil qui s'appelle Oracle Analytics. Et souvent, on part de ce type d'outils-là pour commencer à faire de la data science. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire du clic-bouton. Ils ne veulent pas entendre parler du code. Et il y a possibilité de faire de la data science à travers ce type d'outil-là. C'est la première réponse qu'on adresse. La deuxième réponse, elle est plutôt orientée sur les data engineers, ce qu'on appelle les data engineers, donc des gens plutôt techniques, mais qui ne maîtrisent pas forcément la data science, qui ne sont pas des experts de la data science. Et autour de la database Oracle, la fameuse database Oracle, on a une offre en fait, qui est fournie avec la database qui permet de faire de la data science. Donc, et on a un exemple qu'on appelle l'AutoML, je reviendrai là-dessus, qui permet de le faire. Et le troisième profil qu'on aperçoit ici, c'est ce qu'on appelle donc l'offre OCI Data Science. Là, c'est pour le Data Scientist Expert. Data Scientist Expert, il a l'habitude de coder en Python, il utilise ce qu'on appelle des notebooks Jupyter, voilà, c'est son univers. On a reproduit cet univers-là dans la technologie Oracle, et donc avec tous les avantages de la technologie Oracle, c'est-à-dire la sécurité, le compute, la facilité à déployer des machines de différentes tailles en fonction des besoins pour un data scientist expert. Et on a aussi une offre qui s'adresse aux développeurs, et je vous le montrerai juste après. Alors, c'est là où on va faire appel à mon assistant, donc, puisqu'on a des vidéos. Je vais vous montrer. Voilà, le premier exemple, en fait, Explain, c'est pour le business analyst. Donc, on est dans l'outil analytique et on est avec une interface où la personne veut, par exemple, analyser un phénomène. Par exemple, l'attrition. Donc, l'attrition, c'est les personnes, est-ce qu'ils sont partis ou est-ce qu'ils sont restés. Et visuellement, on va avoir directement une analyse faite par l'outil de tous les critères qui sont dans mon jeu de données. C'est-à-dire qu'on dit, je veux analyser l'attrition, et d'un clic droit, il va vous donner toutes les informations utiles par rapport à des phénomènes qui vont expliquer l'attrition. Donc, si vous n'avez pas d'informations dans votre jeu de données, vous allez le savoir tout de suite. Parce que d'un point de vue statistique, il va vous dire il n'y a pas d'informations. Donc ça, c'est très important parce que pour un utilisateur métier, c'est le premier élément. C'est-à-dire que parfois, il se dit si, il y a des informations qui sont très importantes dans mon jeu de données, mais si d'un point de vue statistique, ce n'est pas significatif, s'il se base juste sur des aspects visuels, il ne le saura pas, il ne le verra pas. Donc là, l'outil vous permet d'avoir ce type d'éléments-là et de récupérer automatiquement les graphiques qui auront été calculés, on va dire, par l'outil. Donc l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à reparamétrer, recréer ces graphiques-là par vous-même. Vous voyez, vous gagnez du temps aussi, parce que vous scrollez votre jeu de données, vous récupérez l'information utile et vous l'intégrez directement dans votre projet. Ça veut dire que donc, le travail de l'analyste, il est facilité, et son travail aussi de communication auprès des métiers, il est facilité. Parce que là, il va pouvoir expliquer les phénomènes beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un premier exemple d'utilisation de data science au sein d'un outil analytique. Le deuxième exemple, c'est le model registration, la dernière, voilà. C'est comment je peux, à travers mon outil analytique, intégrer un modèle, donc de machine learning par exemple, qui aurait été créé à l'extérieur. Et comment, en restant dans mon outil, moi je peux m'en servir. Donc là, en fait, vous avez la possibilité d'aller paramétrer un modèle extérieur, donc là issu d'une database Oracle qui est documentée. Donc vous avez les origines, comment a été construit le modèle, etc. Mais l'utilisateur, lui, ne sort pas de son outil. C'est ça l'avantage. Ce qui fait que, pareil, il va gagner du temps. Il est autonome. Il n'a pas besoin d'un expert pour faire ces aspects-là. Il est capable de le faire lui-même. Donc il va pouvoir paramétrer ce modèle-là et il va pouvoir l'utiliser sur un jeu de données qu'il connaît. Par exemple, pour valider le modèle sur un nouveau jeu de données ou pour ce qu'on appelle scorer une table de données. C'est-à-dire appliquer le modèle sur l'ensemble des individus d'une table. Et donc, il y a un système, ce qu'on appelle le data flow, un flux de processus que vous voyez à l'écran.
donc étape par étape, qui permet de faire ce type de travail-là. Et alors, vous ne voyez pas très bien, mais sur la partie gauche de l'écran, donc il y a la partie « je déploie mon modèle », mais il y a une partie aussi où vous pouvez entraîner le modèle, c'est-à-dire vous pouvez développer à travers ce flux de processus vos modèles, donc que ce soit de la régression logistique, des arbres de décision, les réseaux neuronaux, l'analyse de sentiments. Ce sont des fonctions qui sont embarquées dans l'outil et il n'y a pas une ligne de code. Donc l'utilisateur, lui, fait que du clic-bouton et il va pouvoir faire quand même de la data science. Vous voyez, c'est 2 premiers niveaux. Hein. Toute la data science, tout ce qu'on peut faire avec la data science n'est pas disponible dans l'outil, c'est fait exprès. Mais un utilisateur plutôt orienté métier, lui, va largement se satisfaire de ce type de façon de travailler. Et l'avantage, c'est que le résultat peut être tout de suite sauvé dans la source de données d'origine. Donc là aussi, il n'y a pas d'étape intermédiaire. C'est-à-dire que si vous avez récupéré un jeu de données d'une database, bah, le résultat peut être sauvé aussi dans la database. Et vous pouvez l'automatiser, ces processus. Vous avez ce qu'on appelle un scheduler, donc, qui permet justement à ce moment-là de dire, bah, voilà, tout mon modèle que j'ai développé, si les données sont nouvelles, bah, je peux le mettre à jour, pourquoi pas toutes les heures. Vous voyez, vous avez cette possibilité-là au sein même de l'outil. Donc, des exemples très simples, vous voyez, de ce qu'un analyste est capable de faire au sein de ce type d'outil. Et c'est de la data science, c'est l'usage de la data science. On continue. Alors, on va passer sur... on va revenir sur la présentation d'abord. Je vais vous présenter les concepts. Voilà, la slide suivante. Ah oui, pardon. Merci. Voilà. Je vais présenter les trois profils suivants et après on repassera sur la vidéo, comme ça s'enchaînera mieux. Là, en fait, à l'écran, on voit ce qu'on appelle l'auto-ML. Donc là, on est plutôt pour le data engineer, donc la personne qui connaît bien le code, qui connaît bien la database, mais qui n'est pas un data scientist expert. Et lui, il va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'auto-ML, qui est en fait une fonction qui embarque un peu le travail du data scientist expert, justement. Alors, c'est un peu facile de dire ça, parce que se dire le data scientist, il ne sert plus à rien. C'est pas aussi simple que ça, mais n'empêche, il va faciliter ce travail-là. Le travail du data scientist, ce n'est pas juste j'appelle un algorithme, je l'exécute sur un jeu de données, je crée mon modèle. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il va benchmarker plein d'algorithmes, il va pouvoir les comparer. Il va faire ce qu'on appelle de la sélection sur les variables, c'est-à-dire qu'en entrée, par exemple, de données, il va avoir l'habitude de travailler sur des centaines, voire des milliers de variables. Évidemment, il sait qu'il n'a pas besoin d'autant de variables pour créer un modèle. 50 ou 100 variables suffisent en entrée. Mais il faut pouvoir les identifier. Il n'y a pas une perte d'information colossale, en fait, en passant de 1000 variables à 50 variables. Donc ça, le data scientist, il le sait. Mais le travail pour arriver des 1000 à 50, il est colossal. Ça peut prendre des jours, voire des semaines. Donc, c'est ce qu'on appelle l'auto-feature sélection, la partie du milieu. Et puis, ce n'est pas fini, le travail du data scientist. Une fois qu'il a créé son modèle, il va faire la partie, ce qu'on appelle la partie tuning, c'est-à-dire c'est le tuning comme une voiture, hein, on tune la voiture. Là, lui, il va tuner son modèle. Donc, il va modifier option par option. Et là aussi, ça peut prendre du temps pour améliorer le résultat final. Donc, le data scientist, son travail, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et c'est une expertise, vraiment, pour pouvoir réussir à faire ça. AutoML, l'avantage, c'est que ça permet de faire ça de manière automatique. Donc, bien sûr, après, on peut se dire, est-ce que le résultat est satisfaisant ou pas? C'est ce qu'on va voir justement à travers l'exemple vidéo juste après, mais je vais d'abord, avant de passer la vidéo, vous présenter les 2 autres cas d'usage. Le data scientist expert, lui, va avoir cet outil-là, ce qu'on appelle la partie vraiment OCI Data Science, pour pouvoir trouver son univers. Je vais vous montrer l'exemple justement, que lui ne va pas se satisfaire d'AutoML, ça va lui faciliter son travail, mais il va vouloir encore aller plus loin. On va voir comment. Et puis le développeur, lui, il va avoir encore autre chose, parce que le développeur, lui, la partie AutoML, la partie tout ça, il ne veut même pas en entendre parler. Il est un peu comme le business analyst et encore. Lui, ce qui compte, c'est je veux soumettre un élément, une image par exemple ou un texte. Je veux récupérer le code et l'intégrer dans mon application ou ce que je suis en train de développer. C'est ça qui le préoccupe, le développeur. Et on va voir comment on va répondre à cette problématique-là. Donc, on va passer à la vidéo cette fois-ci. Et on va passer directement à la minute. C'est là où on va faire... Ouais, voilà, c'est la grosse vidéo en fait qui reprend tout ce que je vous ai dit, puisqu'on a fait un enregistrement pour faciliter la diffusion. Voilà, et on va diffuser alors un petit peu. Voilà, on retrouve ma slide, on retrouve ma tête aussi.
On retrouve un slide, voilà, 15, je crois que c'est là, ouais, 15, voilà, voilà, exactement. Hop, parfait. Ouais, ça c'est juste avant. Non, ça c'était au tout début. Ah oui, voilà. Et voilà, à peu près là, je crois que ça va passer par. Ah, mais non, il est revenu, hein. Bon, il veut pas. Tac. Voilà, je crois que c'est 15, 40, quelque chose, mais il veut pas. Ah, bon. Ouais. Et si on essaie un peu plus loin, pour voir, je sais pas, 15, 15, limite 16, ouais, voilà. Là, par exemple, si on essaie de lancer à partir de là, non, il veut pas. Bon, bon, dommage. Donc je vais le faire en live, mais bon, j'aurais pu le faire avec l'ordinateur, mais bon, ça prendrait trop de temps, il ne nous reste que 5 minutes. Je vais vous expliquer le principe. Ce qu'on a mis en place pour l'AutoML, donc pour l'ingénieur, un data engineer, on a mis en place carrément une interface qui lui permet donc de cliquer sur un bouton, de dire voilà, j'ai besoin de mon jeu de données, je veux expliquer tel phénomène, et je lance le principe de l'AutoML. Et là, il voit à l'écran des comparaisons d'algorithmes qui s'affichent et qui lui permettent justement de dire bah voilà, je veux 5 types d'algorithmes qui sont comparés ou 10 types d'algorithmes qui sont comparés. Et j'ai une métrique qui permet de classer et de dire, voilà, c'est le champion, c'est celui-là. Par exemple, la forêt aléatoire par rapport à les réseaux neuronaux, c'est ce qui me permet d'avoir le meilleur résultat. Alors, les termes déjà d'algorithmie pour le data engineer, il peut se dire, bon, je ne suis pas trop familier, mais je sais en tout cas que les forêts aléatoires, c'est meilleur. Bon, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je peux déployer. À partir de l'interface, il clique sur un bouton, il peut déployer directement le modèle et le rendre disponible pour d'autres utilisateurs au sein de l'infrastructure. Donc, data scientist ou pas data scientist. Donc ça, c'est un gain dans le déploiement des modèles. C'est un clic-bouton. Pareil, si jamais il se dit « Ah, j'ai des doutes sur le résultat, peut-être qu'on peut faire mieux », il en parle au data scientist. Le data scientist, il dit bah, « Montre-moi ton code ». Il dit bah, « C'est une interface, je n'ai pas de code ». Bah, là, il y a en fait possibilité de créer un notebook directement à partir du travail qui aura été fait par l'AutoML. Et on a possibilité de récupérer le code étape par étape, détail par détail. Et donc le data scientist là, il peut récupérer le code et modifier, vérifier si tout va bien, s'il y a des choses à améliorer. Et donc tout ça, ce travail collaboratif, là, il est évident. Vous voyez, on peut passer de data engineer au data scientist, mais directement. Et le data scientist expert, lui, il peut se dire, bah, ok, là, le notebook, il est un peu pauvre, ou moi, voilà, j'ai l'habitude de coder en Python, ou alors d'utiliser mon notebook Jupyter. Bah, il peut récupérer ce notebook dans son environnement de travail habituel. Et on a cet environnement de travail habituel en Python avec des notebooks Jupyter, qui est le commun, on va dire, du data scientist expert, enrichi par de la documentation Oracle. C'est-à-dire on est complètement open source, donc on a tout le Python habituel, toutes les librairies Python possibles avec des environnements Conda. Donc, il y en a 28 aujourd'hui qui sont créés. Vous pouvez faire du CPU, du GPU, voilà, différents types de technologies, différentes versions de Python. Et vous pouvez en plus bénéficier du travail d'Oracle pour vous accompagner dans les différentes étapes du data scientist expert. Voilà. C'est ce qu'on a fait et mis à disposition pour les data scientists experts. Donc, on ne l'avait pas il y a encore 2 ans, là maintenant. Donc ça, c'est un vrai progrès aussi pour ce type de profil-là. Et pour le développeur, alors, ce qu'on a créé là, c'est récent, c'est cette année, on a la possibilité, donc par exemple, vous soumettez une image, un texte, une voix, et là, ce sont les algorithmes Oracle qui tournent et qui vous donnent les résultats de l'interprétation. Donc vous avez une image, donc dans la vidéo, c'est ce qu'on voyait, et il y avait soit une détection d'objets, par exemple, vous avez une image sur la bouteille, et là, il reconnaît une bouteille à 99%. Une table à 99%. Là, il ne sait peut-être pas trop, vous voyez, donc il va peut-être reconnaître une zapette, mais à 90%. Alors parfois, on peut avoir des surprises, justement, mais l'intérêt, c'est que si c'est suffisamment fiable, vous pouvez à ce moment-là récupérer directement le code, c'est du JSON, vous pouvez le copier-coller et ensuite l'embarquer dans des applications. Donc faciliter le déploiement aussi du résultat, parce que voilà, le côté algorithmie, on s'en fiche pour le développeur, on fait confiance à Oracle à ce niveau-là. Par contre, le résultat du JSON, ça intéresse le développeur, il va pouvoir l'utiliser directement. Donc, nous, notre objectif, ça a été de pouvoir donner donc une réponse différente en fonction des profils utilisateurs. Et aujourd'hui, on a la panoplie complète
par rapport à ça au sein de la même plateforme. On travaille au sein de la même plateforme. Donc, comme c'est presque fini, on vous accompagne, donc je passe vite sur les stades de fin, mais on a toutes des équipes d'architectes qui vous accompagnent pour voir comment on va définir l'architecture cible à partir de votre existant, pour voir qu'est-ce qu'il faut compléter à quel niveau. Voilà. L'idée, ce n'est pas de tout défaire, c'est de compléter par rapport à un existant. Et on a évidemment des standards, nous, qui facilitent justement ce déploiement-là. On a aussi des partenaires qui sont là pour justement vous accompagner si vous voulez passer par un partenaire pour pouvoir arriver à ce travail-là. Donc avec des architectures plus ou moins complexes en fonction des cas. On peut vous accompagner aussi en mode projet. On a cette facilité justement de vous accompagner avec nos équipes de consulting par rapport à ces sujets. Et puis des références, on a des références dans pas mal de domaines. Donc là, j'ai mis des références liées à ce qu'on appelle le high performance computing. Là, c'est l'utilisation de serveurs par dizaines, par centaines, sur des problématiques très poussées, comme par exemple les simulations de crash test dans les voitures, la R&D, les animations 3D. Voilà, on a des clients à travers le monde. Ce sont des références publiques. Voilà, donc on traite vraiment beaucoup d'industries, beaucoup de sujets à travers ces sujets-là. Tout ce qui est high performance computing, on utilise beaucoup de GPU, NVIDIA, Intel, on en a plusieurs. On est agnostique au niveau des partenaires. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous concernent, n'hésitez pas à nous solliciter également. Donc voilà ce que je voulais que vous reteniez. Au final, c'est qu'on s'adapte à l'utilisateur, quel que soit son profil, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est important aussi. C'est une offre complète et flexible, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Et c'est cloud et on-premise, on est hybride. C'est-à-dire qu'on n'est pas que cloud, on est vraiment les deux. Donc, y compris sur la partie data science, intelligence artificielle. Forcément, on met la priorité sur le cloud. Donc, on développe nos services d'abord dans le cloud et ensuite, on les applique sur l'on-premise. Tout simplement aussi parce que le cloud, il y a des mises à jour tous les mois, alors que l'on-premise, c'est en général une fois par an, voire un peu plus. Donc, forcément, les délais de mise à jour ne sont pas les mêmes. Mais sachez qu'on est toujours les deux, on couvre les deux, notamment par rapport au secteur public, qui reste un secteur où le cloud, ce n'est pas encore complètement répandu en fonction de certains usages. J'ai fini, j'ai un peu débordé, mais à peine. Voilà. Donc, si vous avez des questions, oui. D'accord. Ce que ça permet de faire ou... Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous achetez un produit en magasin ou sur un site web. Vous achetez la personne qui vous vend ce produit va essayer de savoir ce qui pourrait vous intéresser d'autre et va éventuellement vous proposer d'autres produits. Alors, il peut se baser sur juste le produit que vous avez acheté et il va, à partir de là, se dire les gens qui ont tendance à acheter ce produit-là, ils achètent aussi, par exemple, si vous achetez cette veste-là, ils achètent un sac et il va proposer à ce moment-là un sac parce que, en général, les gens qui achètent la veste achètent le sac. Si maintenant, il a d'autres informations sur vous, parce que vous avez donné votre autorisation, bien sûr, voilà, ou il a été acheté des informations sur vous, on va dire, ou sur votre profil qui sont disponibles sur le marché, parce que ça existe, la monétisation des données. C'est anonymisé, ou alors vous avez donné votre consentement à d'autres sites et il va s'en servir. Il va découvrir qu'en fait, vous, ce n'est pas les sacs qui vous intéressent, c'est les chaussures. À ce moment-là, il va se servir de cette information-là pour vous pousser les chaussures. Donc, il va se servir justement, donc, on pourrait se dire, c'est juste des informations. Donc, je n'ai pas besoin de machine learning, de faire de la prédiction pour pouvoir avoir ce type de recommandation de produits. Mais si à un moment donné, j'ai des informations, mais je ne suis pas sûr que en fait, vous êtes intéressé par les chaussures, mais il semble que vous ayez un profil assez similaire et que vous avez des appétences par rapport à ça. Là, le machine learning va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que ce n'est pas une information sûre et certaine. Vous n'avez peut-être pas encore acheté des chaussures, mais vous êtes en train de regarder des pages web pour acheter des chaussures. Et à ce moment-là, vu la fiabilité d'un point de vue statistique, la certitude liée à l'information, on va se dire oui, elle a une appétence très forte à acheter des chaussures, donc on va lui pousser. Voilà. Et en fait, on pourrait se baser juste sur des règles, des actions que vous menez sur les sites web de navigation,
Mais le machine learning permet d'aller plus loin et de prédire une information, de dire je ne suis pas sûr à 100% de ce qu'elle fait, mais je sens que vu son profil, elle a une appétence pour acheter ce produit-là à 95%, donc je lui propose cela. Et le machine learning va encore plus loin, dans le sens où quand il y a de nouvelles informations, toute la partie en fait, de construction des modèles est remise en cause. C'est-à-dire que souvent, quand il y a un individu ou deux, c'est pas forcément, on ne va pas remettre en cause le modèle de calcul, mais par contre, quand il y a des centaines, voire des milliers d'individus qui ont un nouveau comportement, on l'intègre automatiquement et toute la partie algorithmie est recalculée en quasi-temps réel. C'est là où l'apprentissage, vous voyez, est automatique. Voyez, voilà. Et c'est là où on a amélioré aussi les choses, parce que quand on parlait avant, il y a 20 ans, de data mining, par exemple, on n'était pas capable de faire ça. On développait des modèles, on les appliquait et on les remettait en cause tous les 6 mois, par exemple. Aujourd'hui, le machine learning permet justement des remises en cause beaucoup plus systématiques et automatisées en fonction des flux de données. Voilà. C'est tout un processus, au départ qui est créé par l'humain, hein, c'est pour ça qu'il y a de l'humain, il reste de l'humain, mais on cherche après à automatiser un maximum, mais c'est là aussi, on peut revenir sur le côté débat, je continue, mais bon, c'est l'humain, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait ce matin avec notamment Samuel, c'est ça, hein, voilà. C'est qu'à un moment donné, il y a la technologie, mais le problème, c'est pas la technologie, c'est l'utilisation qu'on va faire de la technologie. Donc c'est l'humain. Donc tout le fantasme qu'on a sur l'intelligence artificielle, le problème, c'est pas la technologie, c'est vraiment l'humain, c'est comment on va s'en servir. Et je m'arrête là, donc.